Isabelle Finchaume, bonjour. Bonjour Olivier. Alors on se retrouve dans le Forum des Humanités pour achever d'une certaine façon la thématique du semestre qui était consacrée aux invisibles. On va s'intéresser pour cette séance à une thématique qui est celle du fantôme. Il y a un autre terme pour les désigner aussi qui revient souvent, il y a une série Canal+ leur a consacrée, c'est les revenants. Et je vais commencer tout de suite par un article de l'encyclopédie. Alors tout le monde connaît, personne ne l'a lu, hein, c'est l'encyclopédie de Diderot d'Alembert. Donc là, on est vraiment dans l'esprit des Lumières, la connaissance objective et éloigner tous les obscurantismes. Voilà ce qu'ils disent des revenants. Le revenant, c'est quelqu'un qui revient. C'est ainsi qu'on appelle les personnes qu'on dit reparaître après leur mort. On sent toute la petitesse de ce préjugé, marcher, voir, entendre, parler, se mouvoir, quand on n'a plus ni pieds, ni mains, ni yeux, ni oreilles, ni organes affectifs. Ceux qui sont morts le sont bien, et pour longtemps. Donc là, on voit avec Diderot et d'Alembert qu'on récuse complètement la figure du revenant, qui est renvoyée du côté vraiment des superstitions. Et pourtant, on va pas arrêter là. La question, c'est pas d'y croire ou ne pas y croire. On se rend compte qu'à chaque époque, il y a un certain rapport au fantôme ou au revenant qui va se nouer. Et d'ailleurs, il y a même au niveau sémantique une évolution, puisque les revenants désignent une époque pré-antique, et païenne, puis après c'est le terme de fantôme qui va s'imposer dès l'Antiquité. Oui, exactement. Le revenant, au départ, dans le paganisme pré-chrétien, en fait, il est en chair et en os, et il est attaché à son lieu de sépulture. D'ailleurs, on se dit que si les premiers hommes ont enterré leurs morts, c'est pas tellement pour les honorer, mais pour les empêcher de revenir. Donc, mettre de la terre, des cailloux sur la tombe, comme ça on était sûr qu'ils reviennent pas. Il y a même des morts qui étaient ligotés. Hein. Oui, exactement. Vraiment être sûr. Le fantôme, lui, il apparaît au moment de l'Antiquité. Donc c'est Ovide, Pline le Jeune qui, dans leur récit, font apparaître un fantôme qui n'a pas de corps et qui vient pour dire aux vivants qu'ils ont été maltraités, c'est-à-dire mal ensevelis. Et donc finalement, là, la hantise a pour objectif sa cessation. C'est-à-dire que le fantôme apparaît alors qu'il ne devrait pas apparaître pour ne plus apparaître. Ensuite, on va avoir vraiment la chrétienté qui va faire du fantôme une autre figure. C'est quelque chose qu'on va voir tout le temps. C'est-à-dire qu'on est entre croire ou ne pas croire au fantôme, croire au fantôme, même si on pense qu'il n'existe pas. Donc il y a toujours ce paradoxe en fait à travers les époques. Et on a un des premiers auteurs chrétiens, donc Tertullien, qui va dire que les âmes sont séparées du corps au moment de la mort de l'individu, et qu'elles ne peuvent pas revenir. Donc les fantômes, en fait, ne sont pas les âmes des défunts, ce sont des simulacres, ça aussi c'est un terme sur lequel on va revenir tout au long de cette exploration des fantômes, qui sont créés par des démons, dans l'intention de tromper les individus. Et puis ensuite, on va avoir au XIIe siècle, avec saint Augustin, la notion de purgatoire. Et le purgatoire, hein, c'est les âmes qui sont ni bonnes ni mauvaises, qui vont errer dans le purgatoire et qui vont être... paradis, ni en enfer. Voilà, exactement. Donc ils vont rester dans cet entre-deux mondes, finalement, et qui vont être purifiés par un feu. Pour saint Augustin, les fantômes peuvent apparaître, et donc ce sont aussi des simulacres, mais faits par de bons anges. Et là, les fantômes ont pour objectif de dire aux vivants ah, regarde ce qui se passe au purgatoire, il faut que tu intercèdes en ma faveur auprès de Dieu. Et donc, c'est ce qu'on a appelé les suffrages, donc qui étaient payants, et qui font intégralement partie de ce qu'on a appelé l'économie du salut. C'est-à-dire que les vivants et les morts sont embarqués dans la même galère, et c'est une conception du salut qui est plus uniquement individuelle, mais qui est collective. Hein. Tout le monde participe en quelque sorte au salut de tout le monde. Donc le fantôme, il a vraiment une fonction là, à partir du Moyen-Âge. Donc on voit que c'est plus complexe que ce qu'on pouvait penser dans la chrétienté au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on peut croire aux fantômes, mais
tout en pensant qu'il n'existe pas réellement, physiquement. Voilà. Donc c'est tout ce paradoxe du Moyen-Âge qui est finalement plus complexe que quelque chose d'assez arriéré qu'on considère être le Moyen-Âge. On voit qu'en fait, c'est une succession de strates ou de couches qui vont venir s'agréger, qui vont créer une sorte d'imaginaire du fantôme qu'on va retrouver, par exemple, dans des séries, dans des films, et même s'il y a eu des évolutions entre le revenant du monde païen et le fantôme du christianisme, il y a ces couches qui se succèdent. Et il y a une figure qui est intéressante, alors je fais une petite incise là, quand on pense par exemple à Casper le fantôme, on a la représentation d'un Casper qui est sous un drap blanc, le linceul blanc, on se rend compte qu'en fait cette image du fantôme, c'est un peu vieillotte, hein, cette image un peu vieillotte du fantôme qui est sous un linceul blanc, et ben en fait elle est marquée par un imaginaire culturel très fort. Ah, complètement, et qui date du Moyen-Âge, hein, puisque c'est effectivement le Moyen-Âge chrétien, en fait, qui va inventer toute cette imagerie de la transparence, du drap blanc, etc. Et effectivement, et ça on y reviendra tout à l'heure, mais la question du drap blanc est aussi présente dans d'autres cultures, et notamment dans le judaïsme. En fait, elle caractérise le fantôme pour plein de raisons. Ouais. Et notamment, on le verra sur cette notion d'esprit qui est errant et qu'il faut remettre à sa juste place. En tout cas, de sa naissance jusqu'à la chrétienté, il remplit une fonction, le fantôme. Alors, elle peut changer au fil du temps. Après, au moment des Lumières, là, c'est plus ambigu parce qu'on a l'impression qu'on est vraiment, et ça, tous les étudiants l'ont étudié, on est dans la victoire de la science, du progrès, de la raison, et il n'y a plus de place pour les fantômes. En tout cas, c'est ce qu'on a eu l'impression de voir avec l'encyclopédie. Les revenants, on les récuse, ils ne servent plus à rien. Donc, quelle est la place qui a été attribuée pendant les Lumières à ces fantômes? Alors effectivement, les Lumières, c'est la modernité, l'émancipation de l'individu. Et l'émancipation de l'individu passe par le fait d'éloigner de l'individu toutes les peurs qu'on peut lui prêter, notamment la peur des revenants et la peur des fantômes. C'est pour ça que dans l'article que vous avez lu au début, on dit « mais ce n'est pas possible, enfin réveillons-nous ». Mais quand même, il y a une interrogation sur ce que pourrait être le fantôme et est-ce qu'il faut s'y intéresser en tant qu'objet de connaissance. C'est ça l'interrogation des Lumières quant au fantôme. Diderot, dans son article sur le fantôme, dit que ce sont toutes les images qui nous font imaginer hors de nous un objet corporel, donc qui serait extérieur à nous. Donc une sorte de projection, quoi. Voilà. Une hallucination. Exactement, une hallucination. Et vous avez raison de dire que c'est une projection parce que, et on anticipe un petit peu, c'est ce qu'on va retrouver dans le spiritisme. Mais donc, c'est quelque chose qui est interne et qui ne peut pas appartenir à la réalité objective du monde. Donc, d'ailleurs, à ce moment-là, on se demande si ces fantasmes que sont les fantômes ne proviendraient pas non plus d'esprits malades ou de névrose. De traumatisme. De traumatisme, exactement. Et puis, il y a un argument qui va être employé par les Lumières, c'est dire, quand vous rêvez de personnes, hein, vivantes ou mortes, bon, ça ne veut pas dire qu'elles sont là, à côté de vous, pendant que vous êtes en train de dormir. Eh bien voilà, c'est l'argument des Lumières, exactement de la même manière. Les fantômes n'existent pas, c'est pas parce que vous en voyez qu'ils existent. Une apparition n'est pas une présence. Voilà, exactement. Mais on peut croire aux fantômes, même si on sait qu'ils n'existent pas, puisque ça peut être le résultat des nerfs, comme on disait, ou des humeurs, comme on voulait dire à l'époque des Lumières. Mais comme à l'époque des Lumières, on considère que toutes les sensations ne peuvent provenir que d'un objet corporel, d'un objet physique et matériel, et par le mouvement que vont imprimer sur nos sens ces objets, eh bien, le fantôme ne peut pas exister, il est dans notre tête. Et donc, par conséquent, comme il n'appartient pas à la réalité objective, il ne peut pas devenir un objet de connaissance pour les Lumières. De façon sous-jacente, alors c'est beaucoup dans l'ouvrage, on a travaillé sur un certain nombre d'ouvrages pour préparer ce forum, mais celui que j'ai devant moi, qui est celui de Kevin Capelli, l'avènement des fantômes, et non pas l'événement des fantômes, mais ça marche aussi. Il y a toute la question métaphysique. Alors c'est un gros mot, souvent la métaphysique, ça fait souvent peur, mais disons que c'est tout le cadre impensé qui va structurer nos expériences, nos façons de vivre, notre rapport au monde. Et il dit finalement dans le monde chrétien, là, ce qui existe, c'est ce que Dieu a voulu. Voilà. Voilà. Si vous arrivez au niveau de la modernité,
on a longtemps été moderne, hein, c'est ce que la science peut démontrer, ce dont elle peut faire la démonstration de façon expérimentale. C'est les phénomènes qui vont présenter une régularité. Or, le fantôme, c'est précisément ce qui ne présente aucune régularité. Si demain, je viens vous voir en vous disant « j'ai vu un fantôme chez moi », la première chose que j'aurais envie de faire, c'est de vous faire venir chez moi et espérer que le phénomène se répète. Or, malheureusement, dès qu'il y a quelqu'un d'autre, ça se répète jamais. Donc, nous ne sommes pas dans la science. Je peux croire dans mon fantôme, mais on ne peut pas le vérifier. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que on ne peut pas, pour les lumières, le considérer à part entière comme un objet sur lequel on peut s'arrêter, parce que tout ce qui est de l'ordre de la subjectivité, en fait, ne concerne pas la science des lumières. Voilà, c'est la connaissance objective, point, et les phénomènes qui sont identifiables dans le réel. On pourrait penser que les fantômes ont dit leurs derniers mots, qui sont morts, une seconde fois, si j'ose dire, avec les Lumières, puis avec le 19e siècle et le positivisme. Alors là aussi, c'est un mot qui peut sembler un peu impressionnant, mais c'est vraiment penser que la science peut expliquer tous les phénomènes de société, à commencer par, bien sûr, les phénomènes de la nature, mais aussi les phénomènes sociaux. Et là, il n'y a plus de place du tout pour les fantômes. On est dans l'ère de la technique, de la modernité, les révolutions industrielles. Ça nous amène jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, il y a un phénomène qui apparaît, qui va se propager à une vitesse incroyable au 19e siècle, c'est le spiritisme. Aujourd'hui encore, on en connaît un peu les résidus, puisqu'il y a les tables Ouija, etc., qu'on fait tourner, mais le spiritisme est né comme discipline et comme religion même au 19e siècle. Oui, on a pu dire du spiritisme que c'était la religion du Second Empire. Et même, vous venez de le souligner, au Brésil encore aujourd'hui, c'est une des 3 religions revendiquées. Aujourd'hui, 3e religion au Brésil. Voilà. Donc c'est quand même très très important. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout un retour de l'archaïque, mais ça s'appuie sur au 19e siècle sur les outils techniques et technologiques. D'ailleurs, il y a énormément de scientifiques, de philosophes qui ont été des spirites et qui ont défendu le spiritisme. Même Victor Hugo, hein, qui pendant 2 ans en exil faisait donc tourner les tables. Hein. D'ailleurs, il y a un texte absolument époustouflant, incroyable de Victor Hugo qui raconte ses séances de spiritisme. Donc c'est pas n'importe qui hein, qui fait du spiritisme, c'est pas des illuminés. Et en général, ils communiquent pas avec n'importe qui en plus. Ils communiquent avec Napoléon, avec les grands hommes de l'histoire, Gandhi. Non, Gandhi n'était pas là encore, mais par anticipation. Et donc il y a Camille Flammarion, qui est un scientifique de cette époque-là, qui va tenter d'appuyer le spiritisme donc sur des faits scientifiques en faisant une analogie. Il dit c'est exactement comme les explorations maritimes du début de la modernité. Alors à quoi ça sert cette analogie? D'abord à éviter a priori toute critique du spiritisme, puisque c'est explorer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis, ça permet aussi de s'appuyer sur un argument naturaliste, en fait, qui est que tout existe. C'est-à-dire que, au même titre que cette table existe, que les forêts existent, eh bien, votre esprit existe et l'esprit des défunts existe aussi. Et donc, le dialogue avec les esprits pourrait permettre de comprendre scientifiquement le fonctionnement de l'esprit des vivants. Et puis, celui qui va incarner le plus, déjà, la religion spirit, hein, parce qu'on parle de religion, c'est Allan Kardec, qui est vraiment, on pourrait dire le pape, qui considère que le spiritisme est une révélation, au même titre que la révélation chrétienne, voilà. Donc il y a une sorte de mission divine, hein, et en même temps que c'est du ressort de la science, puisque tous ceux qui pratiquent le spiritisme s'appuient sur des protocoles qu'ils maîtrisent et qu'ils contrôlent. Et donc il va délivrer un enseignement, donc cet Allan Kardec, en disant que, et c'est pour ça que lui ne va jamais parler de fantômes, il parle d'esprit. Donc là on voit bien aussi un autre glissement de cette notion de fantôme. Pour Allan Kardec, les esprits sont réellement là au moment où on les convoque avec les tables ou le médium. Et si matériellement on ne le voit pas, c'est qu'il a une matérialité beaucoup plus subtile que la nôtre, et qu'il est cet esprit enveloppé d'une enveloppe semi-matérielle que Allan Kardec va appeler le périsprit.
Mais ce périsprit peut aussi avoir des manifestations concrètes. C'est les fameux ectoplasmes qu'on voit sur les documents. Donc c'est cette espèce de matière un peu dégoulinante qui sort de nulle part, un peu gluante, etc. Donc il y a cette simultanéité de la religion et de la science incarnée par le spiritisme. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Allan Kardec et pour les spirites, le spiritisme, c'est faire comprendre à l'humanité qu'elle doit se perfectionner pour devenir un pur esprit, en fait, que chaque individu doit tendre vers le devenir pur esprit. Et donc, on voit bien aussi, et c'est une marque de cette époque, que on est dans l'idée de progrès social. Là aussi, c'est la continuité des Lumières, puisqu'on est dans l'émancipation de l'individu, dans la démocratie des rapports sociaux, etc. Parce que si ce sont des scientifiques, des philosophes, etc., qui pratiquent le spiritisme, c'est aussi pour beaucoup des bourgeois. Enfin, en tout cas, c'est pas les bas-fonds en fait qui pratiquent le spiritisme. Il faut bien comprendre que une croyance, encore une fois, qu'elle soit fondée ou infondée, ce n'est pas la question. Si elle arrive, si elle émerge, si elle s'impose, c'est qu'elle va répondre à quelque chose, à des aspirations, à des attentes, à des valeurs. Et ce que nous dit Capelli, ça c'est très intéressant aussi, c'est que le spiritisme arrive dans une époque, et ça c'est Tocqueville qui l'avait montré avec la démocratie en Amérique, où il y a une passion démocratique. On veut l'égalité pour tous. Et finalement, l'égalité, elle va jusqu'au-delà des humains, puisqu'il faut une égalité entre les morts et les vivants, entre l'ici et l'au-delà. Nous sommes tous égaux. Et le spiritisme, c'est une religion finalement de l'égalité, et c'est certainement une des raisons de son succès. Tout à fait, et c'est aussi l'abolition des frontières. Et c'est quelque chose qui est très important, parce que finalement, ça va poser les jalons de la suite et de la notion de fantôme et de ce qu'elle va révéler des époques ultérieures, cette abolition des frontières. Donc, entre les hommes, comme vous l'avez dit, entre les morts et les vivants, entre l'ici et l'au-delà, entre le ciel et la terre, en fait, l'idéal d'une espèce de communion, de fusion, en fait, de tous dans une égalité, une équité totale. Et là, c'est là aussi où il y a une rupture, c'est que du coup, grâce à la technique et grâce à les valeurs du 19e siècle qui ont été celles du productivisme au 20e siècle aussi, et même début 21e siècle, tout est à disposition. La nature, les ressources, on parle en termes de ressources naturelles d'ailleurs, mais aussi les esprits, s'ils trouvent des moyens de se manifester et d'être présents. Et c'est là où la technique va jouer un rôle crucial, puisque au début, quand on parle des esprits et des spirites, c'est des processus très archaïques, comme une table qui tape, oui, non. Puis la table va se mettre à parler, puis des médiums, souvent des femmes, vont parler au nom des esprits, ils vont s'exprimer à travers leur corps, le corps, la chair, sert de médiation pour les esprits, puis Ouija, puis l'appareil photographique où vous pouvez vous faire photographier avec votre ancêtre qui posera juste derrière vous, puis évidemment les enregistrements sonores, et je suis certain qu'aujourd'hui certains étudiants et certains jeunes le font. Quand vous allez sur la chaîne YouTube et que vous commencez à regarder Esprit, Maison Hantée, etc., vous voyez toutes sortes de youtubeurs et influenceurs qui vont dans ces lieux avec tout un matériel hyper sophistiqué pour capter les esprits, c'est-à-dire qu'on a les micro-vibrations du son, tout ce qui est invisible, leur matérialité qui n'est pas physique va apparaître grâce à des outils. Exactement. Et effectivement, la photographie naissante et le phonographe sont des éléments très très importants donc de l'essor du spiritisme, mais c'est aussi une vision de l'humain. C'est-à-dire que le médium en tant que tel est uniquement un outil. Il est lui aussi un outil technique au même titre que la machine électrique qui va transférer une dépêche télégraphique à l'époque d'un point à un autre. Eh ben, le médium, lui, il n'y a absolument rien d'extraordinaire en réalité. Il est là pour être un objet, une courroie de transmission entre les vivants et les morts, entre les esprits et les êtres vivants. Voilà, donc c'est aussi cette conception de l'humain, et déjà on voit en fait que le corps et le corps des hommes et des femmes est perçu différemment. Et souvent, les médiums sont des femmes. Et donc, il y a aussi quelque chose qui de l'ordre du progressisme ou du féminisme, parce c'était très très répandu le spiritisme dans les milieux féministes, parce que à ce moment-là, quand c'est une femme qui est médium, elle a le pouvoir, évidemment.
Et donc, il y a un érotisme aussi très particulier, parce que elles sont en général dévêtues, voilà. Donc, il y a un érotisme très particulier. Donc, il y a des liquides blancs qui peuvent sortir du corps. Voilà, des exactement, seins. les fameux ectoplasmes qui coulent. Enfin bon, voilà, il y a des images assez évidentes. Et donc, il y a cette perception du corps qui n'appartient plus vraiment à la femme et qui en même temps, la femme en joue, joue de ce pouvoir-là. Donc, c'est très intéressant sur cette question-là du corps et parce qu'on est aussi, et ça c'est très important, c'est un spectacle. Les événements et les manifestations spirites, c'est un spectacle. Et on va retrouver d'ailleurs cette notion de spectacle, de simulacre plus tard, mais on a l'impression que là, tous les jalons sont déjà posés. Alors, je t'arrête justement sur cette notion de spectacle, parce qu'il y a la notion de voyeurisme aussi, l'érotisme. Il faut comprendre une chose, c'est que pourquoi c'est un spectacle érotique, c'est que nous sommes dans une période, l'ère victorienne, qui est extrêmement puritaine, où justement le corps des femmes est caché, il y a le bon comportement, il y a la prostitution cachée, donc on est très hypocrite aussi moralement à cette époque-là, et du coup c'est une bonne façon de se rincer l'œil, tout en se targuant de faire de la science, quoi. Le spiritisme était un prétexte aussi pour se rincer l'œil. Ça c'est intéressant. Et tu l'as dit aussi, il y a cette opposition entre presque le corps médium et la technique. Je donne une anecdote que je trouve incroyable parce que je l'ai appris aussi, c'est que par exemple le phonographe qui a été inventé, donc c'est l'ancêtre de notre tourne-disque, ce qui va permettre de capter la musique et de la restituer à un autre moment que celui où ça a été enregistré. Donc on dissocie le moment de la performance du moment de l'écoute. L'inventeur du phonographe, Edison, a été obsédé par les esprits et il a été persuadé qu'il pouvait capturer la voix des morts dans une sorte de phonographe qui permettrait de mettre la voix des morts. Donc on voit presque la transition naturelle vers les morts. Alors au-delà de cette question sur du spectacle et de l'érotisme sur lesquels on reviendra, enfin surtout le spectacle, il faut bien se dire une chose, si les fantômes trouvent toujours une place, quelle que soit l'époque dans laquelle ils évoluent, c'est bien qu'ils ont des fonctions sociales à remplir. À quoi ça nous renvoie finalement le fantôme ? Alors, il y a plusieurs choses, parce qu'effectivement, en fonction des époques, par exemple, au moment de la Première Guerre mondiale, donc ça a été l'hécatombe, et des gens ont perdu quasiment toute leur famille dans cette guerre et dans d'autres guerres, etc. Conan Doyle, qui est aussi un grand spirit, avait perdu toute sa famille. Le père de Sherlock Holmes. Voilà. Pour préciser. Et donc, c'était d'une certaine manière une sorte d'élément cathartique, voilà, et puis apaisant aussi. Ça révèle aussi la manière, par exemple en Écosse, où toutes ces histoires de fantômes sont très 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 présentes, la dureté des conditions de vie, les épidémies, la famine, donc plein de morts qui n'auraient pas dû mourir. De gens qui n'auraient pas dû mourir. Donc l'injustice sociale. Voilà, l'injustice sociale. D'ailleurs, il y a même des histoires des histoires de fantômes où le fantôme revient harceler le patron qui lui en a fait baver, le contremaître, etc. Donc en fait, il y a une sorte de réparation ou des conditions de vie, ou de l'injustice sociale, etc. Donc ça a aussi cette fonction-là, le fantôme. Et puis après, c'est aussi donc dans les histoires de deuil, et là encore aujourd'hui, là dans la tradition judaïque, le mort, le défunt, on lui met pas son plus bel habit du dimanche pour l'enterrer. On lui met un drap blanc qui représente en fait l'habit du prêtre Salomon au moment du dernier face à face, voilà. Donc ça recrée en fait cette image de face à face avec le divin, avec la mort, etc. Mais dans la tradition juive, en fait, ce linceul, donc là on retrouve le blanc, le drap, etc., doit être cousu aux extrémités. En fait, sinon le mort ne peut pas partir. Vous visualisez bien les fantômes qui flottent comme ça. Ils ont une espèce de drap qui flotte, qui n'est pas fermé en fait. Et en hébreu, fantôme peut être traduit par esprit relâché, donc pas tenu. Les fils, le tissu est effiloché. Or, toute la symbolique du tissu aussi, c'est que les histoires, les récits soient refermés, qu'ils soient terminés en fait. Et tant qu'ils restent ouverts, le mort ne peut pas trouver de repos. Donc il y a aussi cette fonction-là, et ça a été pour beaucoup, et notamment donc dans le judaïsme, tous les morts de la Shoah
qui reviennent hanter parce qu'ils n'ont pas pu être bien enterrés, parce que ils errent aussi pour dire quelque chose, pour terminer le récit, pour que toutes les générations puissent être liées entre elles. Oui, il y a évidemment au niveau du choc personnel, du traumatisme subi avec la mort de quelqu'un, il y a tout le travail de deuil qui va s'amorcer. Donc parfois le refus, parce que psychanalytiquement on va dire quelqu'un qui va refuser de faire ce travail va continuer à convoquer la personne qui est morte, parler avec elle, l'avoir dans sa tête, la voir peut-être même physiquement. Donc c'est quelque chose qui a un processus. Mais au niveau collectif aussi, il y a un travail de deuil quand il y a des événements catastrophiques, des guerres. On n'a jamais vu autant de fantômes qu'après la guerre de sécession aux États-Unis, après la Première Guerre mondiale. Donc ces résurgences disent quelque chose sur l'état de la société. Or aujourd'hui, alors certes, on est dans une époque qui est tendue, qui est complexe, mais encore une fois, rien à voir en termes de vie et de mort humaine avec les deux guerres, les deux premiers conflits mondiaux. Pourquoi il va y avoir autant de films, par exemple, ou de séries sur la thématique du fantôme? Sinon, pour nous faire peur, il y a bien d'autres raisons derrière ça. Oui, alors on pourrait considérer, et c'est l'hypothèse de Kevin Capelli, que on est dans l'ère de la spectralité en réalité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'avoir dépassé depuis longtemps tout ça et que le fantôme ne soit qu'un divertissement et qu'un plaisir pour se faire des frissons, etc. En réalité, c'est qu'on serait dans une sorte de devenir spectre, et ça on le voit parce que le corps disparaît progressivement. Donc on a des avatars sur les réseaux sociaux, dans des jeux vidéo. On discute avec des gens qui, par l'intermédiaire, le médium du smartphone, qui ne sont pas là. On peut même discuter avec une temporalité complètement distendue, c'est-à-dire pas à l'instant T. Et donc, finalement, on discute avec des gens, des entités qui ne sont pas physiquement là, donc qui n'ont pas de corps, qui nous font nous interroger sur notre propre corps, finalement. Est-ce qu'on a besoin de notre corps? Et puis, c'est tout le dispositif médiatique qui interroge ça. C'est-à-dire que on peut se demander si en dehors et donc ça, de nombreux philosophes et sociologues se sont posé la question, en dehors de l'information et de la communication, est-ce qu'il reste un monde extérieur? Et Jean Baudrillard, qui est un sociologue philosophe, a écrit un texte qui s'intitule « La guerre du Golfe n'a pas eu lieu », où il montrait justement ce processus médiatique autour de la guerre du Golfe, qui est un des premiers événements qui a été médiatisé quasiment en temps réel, en fait, retransmis à la télévision, à tel point que le spectacle et le simulacre, ça c'est une notion de Baudrillard, le simulacre de la réalité était bien plus fort finalement que la réalité, qu'il effaçait la réalité, et qu'il ne reste que le simulacre finalement, qui a plus de poids que le réel. Et donc c'est ça l'ère de la spectralité, c'est-à-dire que les échos, on pourrait dire les fantômes du réel, qui sont plus réels que le réel, que la réalité en fait. Et donc qu'est-ce que ça interroge sur notre corps? Et je pense que c'est encore plus prégnant après là les mois de pandémie. Comment est-ce et surtout de vie virtuelle que on a tous expérimenté de manière assez forte en fait ces derniers mois. Qu'est-ce qui reste quand notre corps se dilue, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin dans notre rapport à l'autre, dans notre rapport au réel, de notre corps? Ce que dit Kevin Capelli, c'est que ça interroge même sur la notion de genre, et on pourrait peut-être corréler cette question à toutes les interrogations du genre, puisque si le corps n'a plus de tant d'importance que ça, ben le genre non plus, et que à ce moment-là, le genre est à la fois fantomatique et hanté. Fantomatique parce que comment faire pour s'identifier à quelque chose, donc un corps qui devient et qui est devenu un fantasme, comme finalement les fantômes étaient perçus, à l'époque des Lumières, c'est-à-dire un fantasme émanant du cerveau de l'individu. Voilà, donc c'est toute cette question-là où on voit bien que finalement le spectre, le fantôme, ce qui est insaisissable devient plus prégnant que ce qui est tangible.
Oui, ça me fait rebondir sur quelque chose, j'y pense avec la fin de votre réflexion, mais par exemple, si on pense à ce que disait Baudrillard il y a longtemps, qui avait fait vraiment de polémique sur la guerre du Golfe, hein, tout ce qui est thèse complotiste, fantasme conspirationniste, peut aussi s'appuyer sur ça. C'est-à-dire que dans un monde où il n'y a plus de réel, où tout est une production d'images, de spectralité, on a besoin que ça cogne quelque part, et on dit, voilà, même ce que je vois, je ne le crois pas forcément. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la vérité à laquelle à choper? Dans les époques chrétiennes ou modernes, il y avait un référent transcendantal. Alors ça peut être Dieu ou la science, mais qui dicte ce qui existe et ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, et c'est peut-être la question du genre aussi, c'est qu'est-ce qui peut dire, quelle est la frontière? Où s'arrête ce qui existe et où commence ce qui n'existe pas. Et d'ailleurs, le vocabulaire que chacun d'entre nous emploie par rapport à une pratique qui est récurrente sur les réseaux sociaux, celle du ghosting, dit bien son nom. Ghosting, ghost, fantôme. J'efface quelqu'un du plan d'existence. Je fantomatise quelqu'un qui est déjà une sorte de fantôme. Et je dis que s'il n'existe plus sur les réseaux sociaux, il n'existe plus. Je ne lui parle plus, donc il n'existe plus. Donc la question de la présence et de l'absence est complètement redistribuée. Et puis, c'est peut-être pour ça que ça nous interpelle. C'est que finalement, on ne pourra jamais se débarrasser des fantômes. Parce que si vous faites le cumul des siècles, les morts et les défunts seront toujours plus nombreux que les vivants. Merci Delphine. Merci Olivier.